discours enregistré par Jacques Parizeau à l'occasion du congrès Destination qui se tenait en 2014. Je vous coup de poing, coup de pied presque. Parfois, Jacques Parizeau donnait aussi des coups de pied dans la ruche politique québécoise et dans la nôtre, celle des indépendantistes, parce que c'était un indépendantiste cohérent, rigoureux et en conséquence un indépendantiste exigeant aussi. Les souverainistes aujourd'hui sont devant un champ de ruines. Il y a une confusion dans les esprits que je n'ai pas vue, moi, depuis très longtemps. Sur quelle base est-ce qu'on va reconstruire? Comment on va procéder pour se sortir de là? D'abord et avant tout, avec des idées claires. On ne peut pas nager indéfiniment dans l'ambiguïté. Ce n'est pas vrai que les gens vont accepter de s'embarquer dans une orientation politique, dans des orientations de la société, appelées par des gens qui n'ont pas l'air de savoir où ils veulent aller. La politique, ça se fait avec des idées claires. Je n'ai pas dit simpliste, mais claires. La première de ces idées-là, pour des souverainistes, c'est de savoir ce qu'on veut. Et ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, surtout à la lumière de ce qui se dit ces jours-ci. Est-ce qu'on veut la souveraineté ou l'indépendance, comme on voudra, c'est-à-dire une société qui contrôle toutes ses taxes, qui définit ses lois et ses traités? Dans ce sens-là, souveraineté, indépendance, séparation, c'est tout pareil. Ce sont ces trois objectifs-là qui sont visés. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou bien est-ce qu'on veut faire monter la fièvre souverainiste afin d'obtenir un meilleur deal d'Ottawa? Là, il faut clarifier ça une bonne fois parce qu'il y a des gens des deux bords à l'heure actuelle. La relance du mouvement souverainiste, elle passe donc par une définition claire de ce qu'on veut faire. Deuxième chose, par quels moyens est-ce qu'on veut réaliser l'indépendance du Québec? Écoutez, il n'y en a que trois moyens, juste trois. La violence. Ça a été utilisé dans bien des pays pour obtenir leur indépendance, mais on ne veut pas de ça. On veut faire ça démocratiquement. Deuxièmement, un vote du Parlement ou de l'Assemblée nationale, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai été longtemps partisan de cette formule-là. On est entré dans la Confédération canadienne sur un vote des députés. Je ne voyais pas pourquoi on ne pourrait pas sortir de là sur un vote des députés. Il y a eu des demandes de référendum dans les années 1860. Ça a toujours été refusé à partir du principe qu'un Parlement a tous les pouvoirs sauf celui de changer un homme en femme. Et encore à notre époque. Ouais. Mais le Parti québécois a décidé, il y a très très longtemps, que ce serait dans la troisième voie qu'il s'engagerait, c'est-à-dire la voie des référendums. Moi, je me suis rangé, comme tout le monde. C'était une décision démocratique de mon parti. Il n'y a pas autre chose, on se comprend? Alors, quand on voit des gens qui, un, se disent souverainistes, et deux, ne veulent pas faire de référendum, quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer? C'est qu'ils n'en veulent pas de la souveraineté. Bonsoir, Pierre Duchesne. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir écrire une biographie sur monsieur. En 1965, Jacques Parizeau devient officiellement conseiller économique et financier du Conseil des ministres de Jean Lesage. Il envoie un télégramme, ça existait à l'époque, le 29 juillet 1965, à son maître des HEC, François-Albert Béranger. C'est en direction de Saint-Élie-des-Lacs, on est en plein été, en Charlevoix, c'est le temps des vacances. Et finalement accepté la proposition du gouvernement et demande à l'école un congé d'1 an renouvelable une fois. Charbonneau a les détails en main, garderait le cours d'économie de l'entreprise, si vous êtes d'accord. Jacques Parizeau. Quelle année? Jacques Parizeau démissionne de son poste le 25 août 1969. Il écrit une lettre au premier ministre de l'époque, Jean-Jacques Bertrand. Monsieur le ministre, je vous avais indiqué il y a quelque temps, comme je l'avais souligné d'ailleurs à M. Dauzois, alors ministre des Finances, que je mettrais à la disposition de celui qui serait nommé conseiller économique et financier du gouvernement les sièges de conseil d'administration que j'avais détenus à ce titre et que je continuais d'occuper pendant la vacance du poste.
M. Michel Bélanger ayant été désigné comme nouveau titulaire, je vous prie d'accepter ma démission comme membre du conseil d'administration des sociétés ou organismes suivants: la Société générale de financement, la Caisse de dépôt et placement, la Société québécoise d'exploration minière et la Régie de l'assurance dépôt du Québec. Ma démission prendra effet le 1er septembre 1969. Veuillez agréer, M. le ministre, l'expression de mes sentiments dévoués et respectueux. Jacques Parizeau convoque la presse. C'est une conférence de presse en compagnie de René Lévesque le 19 septembre 1969. Je me déclare aujourd'hui officiellement membre du Parti québécois. Cette décision a été laborieuse et difficile. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais fait de politique. Je tirais même une certaine coquetterie d'avoir travaillé avec un grand nombre d'hommes politiques de la plupart des partis provinciaux ou fédéraux. M'engager politiquement est donc pour moi un profond changement d'existence. Cela comporte en outre le risque sérieux pour un professeur de carrière de laisser interpréter ses travaux comme le prolongement d'une option partisane. Et pourtant, petit à petit, cette option m'est apparue comme étant inévitable. Il faut, je pense, pour comprendre ce cheminement, remonter assez loin en arrière. Au cours des dernières années du régime du Plessis, beaucoup de Canadiens français, qui d'une façon ou d'une autre s'intéressaient à la chose publique, étaient placés dans un impossible dilemme. Ou bien ils s'orientaient vers un gouvernement fédéral où la présence canadienne-française était marginale au point d'être ridicule. Ils acceptaient en somme le statut d'immigrants de l'intérieur. Ou bien ils prenaient le chemin d'un gouvernement de Québec, alors espèce d'officine sans importance véritable et de réputation que, pour être charitable, on peut qualifier de douteuse. La Révolution tranquille a non seulement suscité une immense vague d'espoir, elle a non seulement ouvert les portes à certaines réformes majeures, elle a aussi permis à un grand nombre de Canadiens français de prendre conscience d'eux-mêmes. Ils n'avaient peut-être pas dans le domaine des affaires une importance très grande. Ils n'avaient sur l'administration canadienne que bien peu de prise. On leur avait si souvent répété qu'ils étaient incompétents, qu'ils avaient fini par le croire. Mais ils avaient un point d'appui, un levier, qui était ce gouvernement de Québec, alors pas encore très présentable sans doute, mais en tout cas utilisable. Et effectivement, ils l'ont utilisé. Ils se sont révélés beaucoup moins incompétents qu'eux-mêmes l'auraient cru. À un point tel d'ailleurs que graduellement, ils ont provoqué un énorme glissement de ressources et de responsabilités d'Ottawa vers Québec. En fait, à Québec est apparu graduellement un véritable gouvernement. L'organisation même de notre vie politique rend particulièrement difficile le partage des responsabilités. Chaque niveau de gouvernement se défend en invoquant la responsabilité de l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça devient finalement le maître mot de notre vie politique et l'excuse de toutes les erreurs. Comment veut-on alors que l'électeur s'y retrouve? Comment veut-on concrètement que, comme dans tout pays normalement démocratique, on puisse au Canada renvoyer un gouvernement qui dépense trop pour la défense nationale et pas assez pour l'éducation, ou trop pour la sécurité sociale et pas assez pour la création d'emplois? Le fédéral garde trop d'argent, disent les provinces, et les provinces dépensent trop, répond le fédéral. Comment l'électeur ou le contribuable arbitrait-il un pareil conflit? Quel genre de démocratie a-t-on quand on perd le contrôle de l'affectation des ressources publiques? Qui donne raison et qui donne tort? Tout correctif à la situation implique d'abord que l'on reconstruise un gouvernement. Pas 30, 11 ou même 2, mais un gouvernement. C'est la condition même d'une organisation efficace de la vie économique et sociale. Encore faut-il savoir où il doit être. Néanmoins, je suis persuadé que les Canadiens français n'accepteront pas que leur gouvernement véritable, avec tout ce que cela implique, soit à Ottawa. Il ne reste alors qu'une alternative, ou bien continuer de chercher à diluer l'État ou à le neutraliser par des formules de statut plus ou moins particuliers, ou alors clairement placer le gouvernement à Québec. Pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, on comprendra maintenant pourquoi je me range à cette dernière solution. Encore fallait-il s'assurer que cette solution soit viable.
J'aurai forcément l'occasion de discuter souvent de cette question. On comprendra que je ne pouvais l'aborder à la légère tout au long du cheminement qui a précédé mon engagement. Sans doute est-il clair qu'il n'existe pas de pays dont on puisse dire qu'il soit trop petit, ou trop grand d'ailleurs, pour être riche. Il n'y a pas de rapport entre la dimension d'un territoire, l'importance d'une population et le niveau de vie. Il n'y a que des politiques économiques plus ou moins bien adaptées aux dimensions et aux circonstances de l'économie nationale. Cela, il faudra le démontrer. Chercher à exorciser les démons ou simplement à calmer les craintes. L'opération ne sera pas facile, j'en suis certain. Et pourtant, il faut l'entreprendre. Sans généralisation brutale, sans position doctrinale, sans cet extrémisme des attitudes que la vie politique trop souvent engendre. Mon adhésion au Parti québécois entraînera-t-elle ma candidature dans un comté à l'occasion d'une élection? Aucune décision précise n'a encore été prise à ce sujet. Il me paraît en tout cas dans la logique des choses, ayant posé le premier geste, je pose aussi le second. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Geneviève Borne. Comme vous le savez, Jacques Parizeau aimait beaucoup les jeunes et il les encourageait fortement à voyager. Alors j'ai envie ce soir de lui offrir et de vous offrir ce texte de Claude Gauthier, Le plus beau voyage. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de la vie. Je suis de lacs et de rivières. Je suis de gibier, de poissons. Je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril. Je suis prévue pour l'an 2000. Je suis notre libération, comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile d'Angava à Manicouagan. Je suis Québec, mort ou vivant. Merci. Jacques est dans les parages. L'accident avec l'escabeau, là, au début de la soirée, là, en arrière du rideau, là, c'était moi. Si vous voulez aller en arrière du rideau, il faut passer par là. Chanson sur le contrôle de son destin, l'ouverture aux autres, l'amour entre les humains, l'indépendance du Québec, bien entendu, ça s'appelle chez nous. J'ai voulu chanter comme mon voisin, j'ai voulu flasher, quitte à faire le fin, quitte à faire le fou, quitte à dire rien à ma parenté, quitte à oublier que j'étais chez nous. J'ai souvent pensé que c'est mon voisin qui mène le marché, qui m'amène mon bain, qui m'amène mes sous. Ok, t'as gagné moins, ok, t'as incliné, I'm so sorry, même si j'ai bûché toute la tâche, je just for you. Mais là, à l'avenir, on dit que ça me tente de faire
C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous et de pas me gêner pour dire que je l'aime et que c'est le même que ça se passe que j'ai le goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du monde de partout. Les fouleurs de vie sont bienvenus chez nous. Pensez à allumer mon propre sentier pour mon propre bien, mon propre goût. Et puis même si mon voisin rentre sans sonner, moi dire j'aimerais ça calmer toutes mes péchés. Ça fait que là, à l'avenir, on dit que ça me tente de faire moi-même mes affaires. Ok, c'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous et de pas me gêner pour dire que je l'aime et que c'est le même que ça se passe que j'ai le goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout. Les fouleurs de vie sont bienvenus chez nous. Le 6 septembre 1995, le préambule à la Déclaration de la souveraineté du Québec est officiellement dévoilé. Rédigé par Marie Laberge, Gilles Vigneault, Fernand Dumont, Jean-François Lisée, André Lajoie et Henri Brun, le texte est lu devant public par deux de ses auteurs, Marie Laberge et Gilles Vigneault. Voici venu le temps de la moisson, dans les champs de l'histoire. Il est enfin venu le temps de récolter ce que semaient pour nous 400 ans de femmes et d'hommes et de courage, enracinés au sol et dedans le trou. Voici que naît pour nous, ancêtres de demain, le temps de préparer pour notre descendance des moissons dignes des travaux du passé. Que nos travaux leur ressemblent et nous rassemblent, enfin. À l'aube du XVIIe siècle, les pionniers de ce qui allait devenir une nation, puis un peuple, se sont implantés en terre québécoise. Venus d'une grande civilisation, enrichis par celle des Premières Nations, ils ont tissé des solidarités nouvelles et maintenu l'héritage français. La conquête de 1760 n'a pas brisé la ténacité de leurs descendants à demeurer fidèles à un destin original en Amérique. Dès 1774, par l'acte de Québec, le conquérant reconnaissait le caractère distinct de leurs institutions. Ni les tentatives d'assimilation, ni l'acte d'union de 1840 ne sont parvenus à mater leur endurance. La communauté anglaise s'est établie à leur côté. Les immigrants qui se sont joints à eux ont contribué à former ce peuple qui, en 1867, est devenu l'un des deux fondateurs de la Fédération canadienne. Nous, peuple d'ici, Parce que nous habitons les territoires délimités par nos ancêtres, de l'Abitibi aux îles de la Madeleine, de l'Ungava aux frontières américaines, parce que depuis 400 ans, nous avons défriché, labouré, arpenté, creusé, pêché, construit, recommencé, discuté, protégé et aimé cette terre que le Saint-Laurent traverse et abreuve. Parce que cette terre bat en français et que cette pulsation signifie autant que les saisons qui la régissent, que les vents qui la plient, que les gens qui la façonnent. parce que nous y avons créé une manière de vivre, de croire et de travailler originale. Parce que, dès 1791, nous y avons instauré une des premières démocraties parlementaires au monde et que nous n'avons cessé de la parfaire. Parce que l'héritage des luttes et du courage passé nous incombe et doit aboutir à la prise en charge irrévocable de notre destin. Parce que ce pays est notre fierté et notre seul recours, notre unique chance de nous dire dans l'entièreté de nos natures individuelles et de notre cœur collectif. Parce que ce pays sera tous ceux, hommes et femmes qui l'habitent, le défendent et le définissent, et que ceux-là, c'est nous. Nous, Peuple du Québec, déclarons que nous sommes libres de choisir notre avenir. L'hiver nous est connu. Nous savons ses frimas, ses solitudes, sa fausse éternité et ses morts apparentes.
Nous avons bien connu ces morsures. Nous sommes entrés dans la fédération sur la foi d'une promesse d'égalité, dans une entreprise commune et de respect de notre autorité, en plusieurs matières pour nous vitales. Mais la suite a démenti les espoirs du début. L'État canadien a transgressé le pacte fédératif en envahissant de 1000 manières le domaine de notre autonomie et en nous signifiant que notre croyance séculaire dans l'égalité des partenaires était une illusion. Nous avons été trompés en 1982, quand les gouvernements du Canada et des provinces anglophones ont modifié la Constitution en profondeur et à notre détriment, passant outre à l'opposition catégorique de notre Assemblée nationale. 2 fois depuis, on a tenté de réparer ce tort. En 1990, l'échec de l'accord du lac Meech a révélé le refus de reconnaître jusqu'à notre caractère distinct. En 1992, le rejet de l'accord de Charlottetown, et par les Canadiens et par les Québécois, a consacré l'impossibilité de tout raccommodement. Parce que nous avons perduré en dépit des tractations et des marchandages dont nous avons été l'objet. Parce que le Canada, loin de s'enorgueillir de l'alliance entre ces deux peuples et de la clamer au monde, n'a eu de cesse de la banaliser et de consacrer le principe d'une égalité factice entre provinces. Parce que, depuis la Révolution tranquille, nous avons pris le pari de ne plus nous cantonner dans la survivance, mais désormais de construire sur notre différence. Parce que nous avons l'intime conviction que persister à l'intérieur du Canada signifierait s'étioler et dénaturer notre identité même. Parce que le respect que nous nous devons à nous-mêmes doit guider nos actes. Nous, peuple du Québec, affirmons la volonté de détenir la plénitude des pouvoirs d'un État, prélever tous nos impôts, voter toutes nos lois, signer tous nos traités et exercer la compétence des compétences en concevant et maîtrisant seule notre loi fondamentale. Pour les gens de ce pays, qui sont la trame et le fil et l'usure, pour ceux et celles de demain que nous voyons grandir, l'être précède l'avoir. Nous faisons de ce principe le cœur de notre projet. Notre langue scande nos amours, nos croyances et nos rêves pour cette terre et pour ce pays, afin que le profond sentiment d'appartenance à un peuple distinct demeure à jamais le rempart de notre identité. Nous proclamons notre volonté de vivre dans une société de langue française. Notre culture nous chante, nous écrit et nous nomme à la face du monde. Elle se colore et s'accroît de plusieurs apports. Il nous importe de les accueillir pour que jamais ces différences ne soient considérées comme menaces ou objets d'intolérance. Ensemble, nous célébrerons les joies, nous éprouverons les chagrins que la vie mettra sur notre route. Surtout, nous assumerons nos succès et nos échecs, car dans l'abondance, comme dans l'infortune, nous aurons fait nos propres choix. Nous savons de quelle vaillance se sont construites les réussites de ce pays. Ceux et celles qui ont bâti le dynamisme du Québec tiennent à léguer leurs efforts aux vaillances de demain. Notre capacité d'entraide et notre goût d'entreprendre sont une force. Nous nous engageons à reconnaître et à encourager ce cœur à l'ouvrage qui fait de nous des bâtisseurs. Nous partageons avec les pays de même temps que le nôtre cette vertu particulière de s'adapter vite et bien aux défis mouvants du travail et des échanges. Notre aptitude au consensus et à l'invention nous permettra de prendre bonne place à la table des nations. Nous entendons soutenir l'imagination et la capacité des collectivités locales et régionales dans leur volonté de développement économique, social et culturel. Gardiens de la terre, de l'eau et de l'air, nous agirons avec le souci de la suite du monde. Gens de ce nouveau pays, nous nous reconnaissons des devoirs moraux de respect, de tolérance et de solidarité les uns envers les autres. Réfractaires à l'autoritarisme et à la violence, respectueux de la volonté populaire, nous nous engageons à garantir la démocratie et la primauté du droit, le respect de la dignité des femmes, des hommes et des enfants, et la reconnaissance de leurs droits et libertés constituent le fondement de notre société. Nous nous engageons à garantir les droits civils et politiques des individus, notamment le droit à la justice, le droit à l'égalité et le droit à la liberté.
Le combat contre la misère et la pauvreté, le soutien aux jeunes et aux aînés sont essentiels à notre projet. Les plus démunis d'entre nous peuvent compter sur notre solidarité et sur notre sens des responsabilités. Le partage équitable des richesses étant notre objectif, nous nous engageons à promouvoir le plein emploi et à garantir les droits sociaux et économiques, notamment le droit à l'éducation, le droit aux services de santé ainsi qu'aux services sociaux. Notre avenir commun est entre les mains de tous ceux pour qui le Québec est une patrie. Parce que nous avons à cœur de conforter les alliances et les amitiés du passé. Nous préserverons les droits des Premières Nations et nous comptons définir avec elles une alliance nouvelle. Demain, la communauté anglophone établie historiquement au Québec jouit de droits qui seront préservés. Indépendants, donc pleinement présents au monde, nous entendons œuvrer pour la coopération, l'action humanitaire, la tolérance et la paix. Nous souscrirons à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux autres instruments internationaux de protection des droits. Sans jamais renoncer à nos valeurs, nous nous emploierons à tisser, par entente et par traité, des liens mutuellement bénéfiques avec les peuples de la Terre. Nous voudrons, en particulier, inventer avec le peuple canadien notre partenaire historique de nouvelles relations, nous permettant de maintenir nos rapports économiques et de redéfinir nos échanges politiques. Nous déploierons aussi un effort singulier pour resserrer nos liens avec les peuples des États-Unis et de la France, et ceux des autres pays des Amériques et de la francophonie. Pour accomplir ce projet, maintenir la ferveur qui nous habite et nous anime, puisque le temps est enfin venu de mettre en train la vaste entreprise de ce pays, Nous, peuple du Québec, par la voix de notre Assemblée nationale, proclamons le Québec est un pays souverain. Pour avoir trouvé l'argent indispensable à la nationalisation de l'électricité. Salut, monsieur! Alors, messieurs, dames, pour la Régie des Ronds du Québec, salut, monsieur. Merci infiniment. La Caisse de débrouille de placement du Québec. Salut, monsieur. Pour la Société Générale de Financement. Salut, monsieur. Pour l'abolition du monopole des syndicats financiers de Bay Street sur l'émission des obligations du gouvernement du Québec. Salut, monsieur. Pour les gens de l'Assomption, salut, monsieur.